Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Parfois, je me dis, j'ai envie de quelque chose et je me dis, ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être qu'ils vont pas vouloir, peut-être qu'ils vont me dire de revenir l'année prochaine ou quoi. Et le problème, c'est qu'on se met du coup dans une configuration où on pourra plus rien demander en fait, parce qu'on va avoir peur de la réponse de la personne. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Elias. Comme salam, Ça va? merci beaucoup pour ton invitation, ça va, super. Merci à toi. D'habitude, c'est moi qui cherche. Tu m'as contacté. Alhamdoulilah. Bah, super, en plus, on est dans le même domaine, donc c'est ce que je te Oui, c'est disais ça. Je me pendant suis notre dit, premier call. en plus, j'ai pas fait de podcast avec un data scientist ou un expert en data ou en IA. Donc, Ouais, c'était c'est une l'occasion. anomalie qu'on ne se connaisse pas. Ouais. Écoute, Elias, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Muslim Makers. Ce que je te propose pour commencer, ce que je propose à tous mes invités, c'est de nous faire une petite présentation. Qui tu es, d'où tu viens, dans quelle ville tu vis. Ok, super. Alors, moi, je m'appelle Ilyes Talbi. J'ai 23 ans. Je suis né à Bondy dans le 93 et j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. C'est la ville où je vis actuellement. Niveau études, je suis passé par une classe préparatoire, donc maths physique classique. J'ai intégré ensuite l'Institut de statistique de l'Université de Paris. C'est une école dans les locaux du PMC. Et je suis diplômé de cette école en ingénierie statistique et en data science et de l'UPMC. Maintenant, c'est Sorbonne Université en mathématiques appliquées. Donc, j'ai un parcours assez théorique. Je suis passé aussi par l'ESSEC, où j'ai étudié un peu de stratégie et management pour un peu compléter mon éducation technique et avoir un peu les bases du business, parce que c'est ce que je voulais faire. Et je suis aussi l'auteur de la revue IA, qui est devenue au fil des années un peu une des références, en tout cas françaises, sur l'intelligence artificielle et sur la data. Donc j'en suis très fier. Et actuellement, je travaille en tant que professeur d'algorithmique dans une école d'ingénieurs à Paris. Et je suis fondateur de ma propre startup. On travaille autour de la boxe. On pourra en parler plus en longueur au fil du podcast. Tu as quel âge déjà? 23 ans. Machallah. Machallah, c'est beaucoup de choses à 23 ans, hein. On va revenir un peu Bagla. sur tout ça. Du coup, tu as grandi, tu me disais, dans Caroline-sous-Bois, la ville où tu es actuellement. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à t'orienter vers le métier de la data? En fait, j'étais depuis à peu près depuis la première terminale, j'étais plutôt bon en maths et moins bon dans les autres matières. Donc, c'était un peu aussi un choix par rapport à ce que je pouvais faire. Ouais, Et je me suis dit aussi que les maths, c'était un domaine qui permettait de rester un peu ouvert sur plusieurs domaines. Donc, ça m'intéressait aussi. Et après, c'était un peu par opportunisme. Enfin, j'ai découvert les statistiques et j'ai vu que c'était intéressant d'un point de vue technique. Déjà, ça me passionnait. Et d'un point de vue débouché, c'est aussi un domaine qui est infini, en fait. Et ouais, pourquoi la data science? C'est tout simplement parce que la data science, on peut l'appliquer à énormément de domaines, du sport au juridique, en passant par le médical. Et donc, moi, ça m'intéressait de pouvoir un peu switcher entre les industries comme ça. Demain, je veux travailler dans l'automobile, bah, je pourrais être data scientist à Renault. Je veux ouais. travailler dans le médical, choisir un hôpital où je peux être data scientist. Enfin, c'est un peu ça qui m'intéressait. Et moi, j'ai commencé par le domaine du sport. C'était un peu, enfin, c'est un rêve de gosse, un peu de pouvoir allier la passion et le travail. Donc, j'ai réussi à le faire et j'étais très content. Mhm. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études avec l'équipe de France olympique de boxe Ok. dans les locaux de l'INSEP à T'as fait de la Paris. boxe ou je fais de la boxe? Non, alors à la base, j'étais judoka, mais ensuite, comme j'ai travaillé avec l'équipe de France, je Mhm. me suis dit que fallait quand même que je me mette à la boxe. Donc, je me suis mis à m'entraîner un petit peu Ok. dans la boxe. Après, il y a eu le Covid, tout ça, mais donc j'ai repris que très récemment.
Mhm. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait sur de l'estimation de poses humaines. C'est une méthode assez poussée de vision par ordinateur qui permet de détecter à partir de la caméra les positions exactes des articulations du corps de la personne. Et donc, à partir de ces données-là, on a une infinité de choses qu'on peut analyser. Donc, on a la posture des Mhm. boxeurs. Ça nous permet de détecter le type de coup porté, de détecter si les gestes sont bien effectués, etc. Enfin, c'est infini. Impressionnant. Ok, bah, c'est cool. Tu peux décrire rapidement c'est quoi la data science pour public un peu qui n'y connaît rien ou qui a juste entendu parler de big data, data science, mais ne comprend pas trop ce que c'est. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, faut que je replace un petit peu le contexte d'abord. On est dans un monde complètement numérique. Les échanges de données sont infinis. Chaque jour, il y a des dizaines de milliards, enfin de milliards de gigas qui sont transmis entre les personnes via les réseaux sociaux, via Internet. Et donc, ces données-là, clairement, c'est une opportunité pour les entreprises qui les possèdent. Et l'idée du data scientist, son travail, ça va être de transformer des données brutes en insight, en choses concrètes, en moyens pour prendre des décisions, en fait, sur les avancées d'une entreprise. Typiquement, les grands groupes comme les réseaux sociaux, Facebook, Netflix ou TikTok, etc., leur objectif, c'est de garder le plus possible leurs utilisateurs en haleine. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser les données de ces personnes-là pour savoir quel type de contenu les intéresse le plus. Et à partir de ça, leur proposer le contenu qui va les garder occupés pendant toute la journée. C'est pour ça que c'est pas étonnant quand on va sur les réseaux sociaux, on y passe des heures. C'est vraiment qu'il y a des algos derrière qui tournent à Ouais, partir de la donnée qui est créée pour vraiment vous garder occupé le plus ouais. possible. Ça, c'est un cas d'étude, hein. C'est pas le plus Ouais, apprécié, on va exactement. dire, pas celui qu'on aime le Ouais, plus, mais il y a exactement. des centaines de cas d'études qui sont. Enfin, ça dépend ce qu'on va en faire, hein. Au final, on peut en faire ce qu'on veut. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est toujours de transformer des données en décision ou en probabilité. Dans le cas de Facebook, c'est la probabilité qu'on aime un poste. Dans le cas Mhm. de la boxe, par exemple, c'est la probabilité qu'un boxeur va donner un uppercut plutôt qu'un crochet ou quoi. Enfin, pour suivre un petit peu Mhm. le fil du combat en direct. Ouais, Donc, à chaque fois, c'est des données qu'on transforme pour avoir des métriques. Et ces métriques-là vont nous permettre de prendre des décisions. ok. Cool, ouais, je pense que c'est clair. Pour toi, c'est un domaine qui était pas, qui est assez nouveau, en fait, data science. Est-ce que c'était quelque chose que les gens comprennent autour de toi, ce que tu voulais faire ou ce que tu faisais? Au début, pas du tout. Pas du tout, parce que quand je me suis lancé, c'était vraiment le début. C'est le début de ces choses-là, de la data science, de l'intelligence artificielle. Enfin, pas le début, mais je veux dire le début pour les entreprises. D'un point de vue Ouais. business, c'était le moment où les entreprises commençaient à l'adopter massivement. Euh, et moi-même, pour être honnête, il y avait des choses que je ne comprenais pas bien, mais c'était un Mhm. domaine qui m'intéressait, dans lequel je voulais aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais lancé la revue IA. C'était un peu aussi parce que dans les médias mainstream, c'était un peu un domaine qui était décrit comme ouais, c'était les IA qui vont prendre le contrôle de la planète et dominer le Ouais. monde. C'était soit ça, soit Terminator. ce discours-là. Voilà, exactement. Soit le discours du chef d'entreprise pour qui l'intelligence artificielle et la data, c'était une baguette magique avec laquelle il pouvait faire ce qu'il veut. Et donc, je savais en tout cas ce que l'IA n'était pas. Et je me suis dit, bon, je peux commencer à écrire des choses par rapport à ça. Ouais. Et donc, j'ai commencé à écrire mes articles sur le sujet. Et c'est Ok. Tout aussi là que seul. j'ai appris. Ouais, tout seul au début. Mhm. Après, il y a des amis qui étaient intéressés. Donc, de temps en temps qui contribuent un petit peu sur Donc, le je t'ai site. dit, OK, je vais écrire sur le sujet. Tu achètes un nom de domaine, tu crées ton site et tu commences à écrire des articles dessus. Voilà, exactement. Toujours Exactement. étudiant. C'était ouais, toujours étudiant. C'était un soir de Ramadan, juste une Ouais. discussion avec mon père. Je m'ennuyais un petit peu. L'été commençait à approcher et je voulais faire quelque chose.
Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur ça. Au début, ça s'appelait apprentissage statistique, donc Ouais. très théorique toujours. Et après, j'ai changé un peu le branding, je l'ai appelé la revue IA. Et c'est parti. Vraiment, l'idée est venue rapidement et en 30 minutes, il y avait le Hmm. premier article qui était déjà en train d'être écrit. Ouais, Euh, voilà. c'est cool. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de l'immensité en fait, du domaine. J'ai pu assister à pas mal de conférences en lien avec ce domaine-là. J'ai rencontré des gens, tout ça. Et donc là, c'était vraiment, j'avais confirmé que c'était ça que je voulais faire. Donc, ça t'a offert Euh, des opportunités, cette revue en ligne. oui, 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 ça m'a offert beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, même si j'étais étudiant à l'époque, le fait que j'écrive des articles, ça a changé vraiment complètement la vision des... En tout cas, quand on va à une conférence avec un pass presse, par exemple, et qu'on dit qu'on est Hmm. auteur, même si on est blogueur et même si on ne fait pas beaucoup de vues, juste le simple fait d'écrire des articles, ça change complètement parce que j'étais étudiant à la base. Ouais. J'ai assisté à une ou deux conférences en tant qu'étudiant et honnêtement, c'est pas très drôle. Enfin, souvent, Hmm. on va un peu vous négliger ou quoi. Ouais, Parce que bon, pas c'est trop sûr que les gens attention. vont chercher, voilà, les gens vont vouloir faire du business dans ces conférences-là, donc ils n'ont pas trop le Hmm. temps à consacrer à des étudiants. Par contre, quand on vient en tant qu'auteur d'une revue en ligne, voilà, ça change Un peu tout. comme un Euh, critique gastronomique. On veut te faire voilà, plaisir. exactement. Exactement. Et du coup, ça m'a permis d'assister à des conférences à San Francisco ou à New York. Ou tu es allé par Alors, toi-même ou on t'a invité? en tout cas, on me payait l'entrée et donc ensuite, j'y allé par moi-même. C'était Ok, moi qui devais prendre en charge d'accord. l'avion et le logement. Mais bon, en tant qu'étudiant, je n'aurais jamais eu accès à ces conférences-là. Ouais. Donc c'est parfait. On m'avait invité à une soirée networking dans le stade de l'équipe de San Francisco, l'équipe de football Wow. américain. Ok, Donc on a accès quand même à des privilèges qui sont énormes. Euh, ok. enfin, honnêtement, j'avais pas énormément de vues à l'époque. Je devais avoir peut-être une trentaine de visiteurs par jour. Euh, Alors que maintenant? et maintenant, ça fait à peu près x 10. Je peux Ok. multiplier ça par 10. Voilà, Inch'Allah. donc, ouais, donc là, Cool. ça n'a rien à voir et les opportunités sont plus intéressantes. Simplement que j'ai plus énormément de temps pour voyager un peu partout autour des conférences, mais je Hmm. serai au salon Vivatech la semaine prochaine en tant que membre Ah, média. d'accord. Donc, tu as un billet gratuit pour Vivatech. Ouais, ouais, exactement. Cool. Vivatech, c'est une des plus grosses conférences euh, par rapport c'est quoi? C'est par rapport aux startups, Ouais, c'est vraiment sur la tech en général. la tech, ouais. Il y a Hmm. énormément d'entreprises françaises et internationales d'ailleurs qui se réunissent là-bas. Et le fait d'avoir une accréditation presse pour cette conférence, c'est quand même un symbole que la revue IA a bien progressé. Donc, j'étais assez C'est cool. content d'apprendre la nouvelle. D'accord. Donc, tu as ça, tu as la startup, tu parlais de la startup tout à l'heure, donc tu viens de lancer récemment, enfin, ça fait plusieurs mois que tu y travailles ou à un certain moment? Euh, ouais, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. En fait, c'est parti d'une rencontre avec ce qui deviendra par le futur mon associé. On s'est rencontrés en décembre à Station F via une amie qu'on avait en commun, Samar Raloussi, je crois que tu la connais en plus. Ouais, ouais. Elle nous a mis en contact. Moi, j'avais travaillé avec l'équipe de France de boxe avant sur des problématiques d'intelligence artificielle. Et Yama, donc mon associé, est boxeur, enfin, fait de la boxe depuis une vingtaine d'années. Il est coach de boxe actuellement, il donne des cours au Trocadéro. Et, Mhm. euh, donc lui, il est originaire d'Afghanistan, mais il a grandi aux Pays-Bas. Il est venu à Paris un peu dans le cadre des JO de Paris pour développer son projet. Ok. Et tout de suite, on a eu un bon feeling. Son projet m'intéressait. Je me suis dit, ouais, vas-y, on le fait ensemble. Et on s'est rencontrés. Donc, dès le premier jour, on a commencé à travailler alors qu'on ne se connaissait pas. On s'est dit, bah, Ok. vas-y, on va commencer à travailler. On va voir jusqu'où on peut aller. La première chose qu'on a faite, c'est le dossier de demande de subvention pour la BPI. Ok. Il y a
Donc, il y a un programme de la BPI qui s'appelle French Tech Tremplin pour aider un D'accord. peu les jeunes de banlieue à lancer leurs projets. Mhm. Et donc, Donc, c'est j'ai postulé pour une sorte ça. de don ou de... Ouais, Ouais, c'est une c'est subvention. une subvention, ouais. D'accord. Voilà. On l'a fait un peu à l'arrache, pour être honnête, parce que c'était la première chose qu'on a faite. Et on s'est dit, bon, vas-y, on voit où ça peut nous mener. Et en février, on a eu la réponse, on était pris. Donc, Cool. ils ont accepté de nous donner c'est une subvention de 40 000 euros Mhm. avec une incubation à l'école polytechnique. Donc, c'était Génial, ça. vraiment. Un rêve d'enfant. Ouais, voilà, exactement. C'était parfait. Et donc là, bah, ça fait ouais, un mois et demi, là, enfin 2 mois même, qu'on est à l'école polytechnique, qu'on travaille sur le projet avec Mhm. Yama. Pour en dire plus sur le projet, alors initialement, on devait développer un sac de frappe euh, équipé de capteurs qui permettent de récupérer les données d'entraînement de l'utilisateur. Et on voulait le faire à partir de pneus de voiture usagés. Donc il y avait une Ok. dimension un peu écologique et responsable quoi, sur les matériaux qui étaient utilisés. Mhm. Euh, et l'objectif, c'était de viser les collectivités, donc pour proposer le sac de frappe en libre accès à l'extérieur dans les villes, et donc pouvoir récupérer les données d'entraînement de la personne et proposer un peu des challenges, ouais, des challenges entre amis pour juste voir qui est le meilleur boxeur, tout ça, pour Celui qui met pouvoir... la plus grosse frappe, Voilà, comme les exactement. jeux tu retrouves là. Voilà, voilà la version simpliste, c'est les jeux dans les fêtes foraines. Et donc, les données qu'on récolte, c'est la puissance du coup, le type de coup, la cadence de frappe, le temps de réaction, etc. Et à Hmm. partir de là, on veut proposer une expérience un peu plus ludique et interactive de la boxe. Mais sauf que maintenant, on est peut-être en train de pivoter un petit peu pour viser plutôt les entreprises, les salles de sport, les hôtels, etc. Ok, C'est des marchés qui sont plus accessibles que les collectivités. Je ne sais d'accord. pas si tu as déjà essayé de vendre quelque chose à un maire, en tout cas en Non, France, c'est compliqué. très, très, ouais, très compliqué. Ouais. Alors qu'avec une entreprise, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple dans le sens où l'entreprise va pas passer par, ouais, va pas prendre de raccourcis ou quoi. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Donc, comme ça, on est Ouais. fixé dès le premier rendez-vous. Alors qu'avec les collectivités sont toujours intéressées. Après, pour le paiement, tu sais pas trop si, Ouais. ils seront toujours chauds ou pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'en tout cas, en tant que jeune startup, c'est plus simple d'essayer de toucher le marché des entreprises et des Hmm. hôtels. Voilà. Cool. Là, quand on regarde ton parcours, on se dit, machallah, 23 ans, tu as fait beaucoup de choses, tu as créé ta propre revue, ta startup, tu es enseignant en temps partiel, etc. Donc, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou c'était vraiment difficile? Euh, alors, en soi, c'était plutôt un long fleuve tranquille. Ah, Mais après, mhm. enfin, il y a des challenges à certains moments, forcément. Euh, mais c'est juste lié au fait que parfois, je suis obstiné, il y a quelque chose que je veux, et c'est cette chose-là et pas autre chose. Donc, je me suis fixé un objectif et je veux l'atteindre. Et parfois, c'est un peu, moralement, ça peut être un peu compliqué à gérer. Typiquement, quand je finis donc, je sais pas, enfin, mon année de bac, mon année de terminale, mon objectif, c'était d'aller en prépa. Sauf que le problème, c'est que j'étais bon en maths et c'est tout. Ouais. Et les Alors qu'en prépas prépa, ils aujourd'hui, regardent un peu tout. Faut la voilà, mettre c'est bon en ça, ils ont besoin français de et en histoire quelqu'un. géo. Exactement, ils ont besoin de quelqu'un excellent partout. Et donc, j'ai pas été pris. C'était APB à l'époque, c'était pas Parcoursup encore. J'avais fait. Donc, tous mes vœux ont été refusés pour la prépa. Euh, et donc, j'ai commencé pendant tout l'été, j'ai appelé les prépas, enfin, les prépas de partout en France. Au début, je Ouais. voulais rester à Paris, mais
Après, ça avait plus de sens de vouloir rester à Foutu pour Paris parce foutu. que, Allez. voilà, c'est ça. Je me suis dit, je vais appeler toutes les prépas de France, s'il le faut. Ouais. Donc, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails. En été, c'est compliqué en plus parce qu'ils mettent du Il temps à ferme, ouais. répondre. Voilà, donc c'était super stressant comme été. Et j'ai eu une réponse vers la fin de l'été pour une prépa Ouais, à Arras. Et donc, d'accord. Ah, je parce que suis ça parti. rouvre en général, c'est on va dire ceux qui sont sur liste d'attente, ce genre de choses, ils préviennent, ils Voilà, annoncent fin août, quoi, quand très très tard, ouais. voilà, exactement. Exactement. Et donc, j'avais 17 ans encore à l'époque. Je me retrouve ouais, à 1h30 de chez moi. Enfin, Ouais. c'est pas grand-chose quand je le vois aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose. Je devais vivre tout seul, m'occuper de mes affaires, enfin, me Ouais, c'était réveiller tout où? seul le matin. Tu vois, C'était à Arras, pas Ok, très loin de Lille, dans le nord. d'accord, ok. Ok. Et aussi, enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est qu'à 1h30 de route, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, on passe d'une Ouais. grande ville à une ville moyenne où on connaît personne, enfin, on doit tout refaire limite. Il n'y a plus les potes, il y a plus ces choses-là. Hmm. Mais donc, je me suis installé et enfin, ça s'est bien passé. J'avais de bons résultats et donc ça m'a permis de revenir l'année d'après dans une prépa à Paris. Ah, Et d'accord, parce que ensuite, ouais, pareil. du coup, ouais, c'est cool, je voulais juste m'arrêter sur ça. En fait, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens savent, que tu peux, en fait, c'est possible d'appeler, d'être obstiné, de demander, Oui, même si non. on a été refusé. C'est un conseil vraiment intéressant, ça. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est vraiment, c'est toujours intéressant. Moi, j'avais un problème, d'ailleurs, c'est un conseil que mon père me donne toujours. Il Hmm. me dit, arrête de faire les questions et les réponses tout seul. C'est que parfois, je me dis, j'ai envie de quelque chose, et je me dis, ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être qu'ils vont pas vouloir, peut-être qu'ils vont me dire de revenir l'année prochaine ou quoi. Et le problème, c'est qu'on se met du coup dans une configuration où on ne pourra plus rien demander en fait, parce qu'on va avoir peur de la réponse de la personne. Il Ouais. faut raisonner en fait au pire des cas. Au pire des cas, je vais demander, je veux aller à Harvard. Je veux aller à Harvard, mais je sais pas, les candidatures sont fermées ou quoi. Il y a deux réactions dans cette situation-là. Tu peux juste dire, bon, bah, finalement, j'attendrai l'année prochaine. Ou tu peux te dire, bah, j'envoie un email, j'ai rien à perdre. J'envoie un email avec ma candidature. Et on ne sait jamais. Peut-être que, Advienne que pourra. voilà, c'est ça. Peut-être que la personne va le voir. Peut-être que finalement, mon dossier va l'intéresser. Et peut-être qu'elle voudra en savoir plus ou quoi. Mais c'est sûr que si tu n'envoies pas le mail, bah, tu parleras jamais avec personne. Donc autant avoir un peu ce culot, en fait, de Hmm. demander, d'oser. Euh, c'est ce que j'ai fait aussi avec la revue IA. Au début, pour moi, être invité à une conférence dans la Silicon Valley, c'était impossible. Enfin, j'aurais même pas demandé, j'aurais même pas envoyé l'email, Hmm. tu vois. Ouais. Il suffisait, ouais, c'est un jour, j'ai envoyé un email pour demander et la personne a accepté. Et à partir de là, je me suis dit maintenant, dès que je veux quelque chose, au minimum, je demande. Ouais. Voilà, et après, si ça marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, moi, j'aurais fait ma partie du travail, quoi. J'aurais fait en sorte que la personne, au moins, me considère, quoi. Cool. Non, mais c'est un très bon conseil. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est pas se mettre de barrières. Et puis y aller au culot, comme tu dis, on n'a rien à perdre. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? On va nous dire non. Voilà, exactement. C'est pas, C'est pas un grand prix c'est à pas payer. dramatique. Hmm. Et souvent, c'est les gens, quand tu as du culot et quand tu oses demander ce que tu veux, souvent les gens le prennent assez bien, le prennent positivement, et donc c'est un bon signal que tu envoies. D'ailleurs, Hmm. beaucoup d'entreprises euh, aiment les candidatures spontanées. Hmm. C'est parce que ça montre que la personne est motivée, en fait. Tu candidates pas par rapport à une offre, mais tu candidates parce que c'est l'entreprise qui te plaît, c'est parce que c'est là-bas que tu veux aller. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un très bon conseil, Malak Lofik. Je vais te poser une question par rapport à, je vois sur ton site, la revue IA.fr, tu as un onglet éthique. Ouais, C'est une problématique, je pense, qui commence à être on peut se poser des questions, même en tant que musulman parfois. C'est quoi l'éthique de l'IA? ouais, alors il y a plusieurs sujets par rapport à l'éthique de l'IA.
C'est que d'abord, tu as les sujets un peu classiques. C'est que tu as beaucoup d'IA qui sont devenues tellement fortes et qui font leur travail tellement bien que ça pose problème niveau emploi. C'est qu'il y a Ouais. beaucoup de personnes qui vont être menacées dans leur travail. Et ça c'était un sujet enfin, que je ne traitais pas initialement parce que pour moi, quand on est, enfin, pour moi, il n'y avait pas de possibilité que l'IA remplace des personnes ou quoi. Mais ensuite, j'ai Hmm. parlé avec beaucoup d'entreprises, avec beaucoup de travailleurs, tout ça, et je me suis rendu compte que c'était vraiment une vraie menace Par exemple, pour certains un emplois. exemple concret, Amazon, par exemple, tous les robots qui vont ramasser tous les colis, les poser, les ranger, Voilà, etc. exactement. Exactement. Et aujourd'hui, dans les pizzerias, par exemple, tu as des IA qui peuvent faire la pizza à la place du Hmm. pizzaiolo. À Paris, il y a une pizzeria comme ça qui travaille, enfin, qui est complètement automatique. Ouais. Et donc, la menace aujourd'hui est réelle. Mais pour moi, c'est toujours pas la menace principale. La menace principale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est avec tous les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, souvent, on a l'impression que le danger des IA, c'est Terminator et les robots tueurs, mais le danger des IA est vraiment présent aujourd'hui. Quand on voit les problèmes de fixation, par exemple sur YouTube, le problème de fixation, c'est quand on va regarder un type de vidéo et Hmm. ça va nous garder en fait sur cette catégorie de vidéo jusqu'à en fait devenir un peu extrémiste sur ce point-là. Donc, je Ouais. prends toujours les exemples en politique. Si au début, tu commences par regarder des vidéos de droite ou de gauche, bah, l'IA va commencer à te proposer de plus en plus de vidéos de ton camp, Ouais. jusqu'à un moment où tu vas atteindre un point de Ton non-retour, en monde, en fait. fait, c'est que la gauche, par exemple, où ça va être Voilà, que si exactement. tu auras des vidéos islamiques, que des vidéos islamiques ou ce genre de choses. Voilà, c'est exactement ça. Et je l'ai vu ça quand j'ai ouvert le Netflix d'une de mes sœurs. Elle aime bien les K-dramas, c'est Hmm. les séries, enfin les films et séries coréennes. Et en fait, bah, tu vois, sur tout son Netflix, il n'y a que ça. C'est enfin, ça y est, Netflix l'a bloqué dans ce Hmm. domaine-là. Et c'est difficile d'en sortir. Par contre, Netflix fait quelque chose d'assez intéressant, qui est vraiment une révolution d'un point de vue éthique des algos, mais qui est passé inaperçu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les gens ont pas saisi que c'était une révolution. C'est que maintenant, tu as un bouton lecture aléatoire. Et ça, en fait, ça te permet de sortir un peu de ton monde et de regarder quelque chose de différent qui va peut-être te plaire. Et du coup, Netflix va un peu revoir l'algo. Puisque sur YouTube, tu n'as pas ça. Et d'ailleurs, YouTube a été puni enfin, a été puni par rapport à ça, par Ouais. rapport au fait que son algorithme donc enferme les gens sur certains sujets. Ouais. Euh, Aujourd'hui, pareil sur les réseaux sociaux, un problème qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que tu as donc des entreprises comme Facebook qui savent exactement, avec les données qu'ils ont, qui savent exactement ce que tu aimes, ce qui te fait peur, ce qui te rend triste. Et du coup, par rapport à ça, avec ces données-là, ils peuvent te proposer du contenu qui va influencer un peu tes émotions. Et ça Ouais. fait vraiment peur. Traditionnellement, Facebook, ils avaient que le bouton like sur Ouais. sur les posts. Et maintenant, tu as like, tu as sourire, tu as soutien, tu as pleurs, en Ouais. colère, Même tout sur ça. LinkedIn, Et t'as à peu près ça. voilà, et donc ça, Ouais. en fait, c'est que en utilisant ces emojis-là, on les aide à entraîner leurs algorithmes. Donc, il y a une partie qui est un peu moins grave, qui est qu'on les aide à entraîner leurs algorithmes pour détecter l'émotion d'un post. Mais par contre, on les aide à entraîner leur algorithme qui permet de nous proposer du contenu. Et donc, Mhm. s'ils voient qu'il y a un certain type de contenu qui va créer des émotions fortes chez nous, comme la colère, bah souvent, ils vont essayer d'insister sur ces postes-là, parce que toujours, l'objectif, c'est de te laisser à fond au maximum, en fait, Ouais, sur leur créer de application. l'engagement, créer des commentaires, des interactions. Voilà, exactement. Donc, s'ils voient que tu es en colère à chaque fois que tu vois un certain type de post, bah là, ils vont se régaler. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir des commentaires que tu vas commenter, que tu vas Tu vas rester plus longtemps, tu vas partager. revenir, regarder. Voilà, exactement. Et Ouais. donc, ça, c'est vraiment le vrai danger des intelligences artificielles. Et aujourd'hui, il y a un autre gros sujet
c'est ce qu'on appelle l'explicabilité Ouais, des modèles d'intelligence artificielle. Le problème, c'est que, on entraîne des modèles, donc des réseaux de neurones. C'est un peu je vais pas parler de l'aspect théorique maintenant, mais en gros, c'est l'objet mathématique qui est utilisé pour entraîner des IA, enfin des modèles de deep learning. Et le problème, c'est que ces modèles sont un peu des boîtes noires opaques qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. ouais. Et dans des domaines comme le médical, c'est important de comprendre ce que l'IA nous dit que la personne a un diagnostic, un cancer, par exemple. On Ouais. doit savoir pourquoi est-ce que l'IA Donc, la diagnostique un plupart des cancer. modèles vont juste te dire cette personne-là a 95% de chances d'avoir tel cancer. Mais ce n'est pas assez Voilà, développé pour te dire directement parce que A, B, C, D. voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment la grosse inquiétude, en fait, Hmm. sur ces sujets-là. OK. Et du coup, il y a un autre domaine, un domaine qui est assez intéressant, c'est le domaine de l'explicabilité, tu viens d'en parler. C'est pour essayer de comprendre, d'ouvrir un peu cette boîte noire et de comprendre derrière pourquoi l'IA a pris telle ou telle décision. Et ça, en soi, c'est un problème, tu dis, ou tu disais que c'est quelque chose de bien? Justement, c'est quelque chose de bien que ce soit un gros sujet aujourd'hui, parce que initialement, c'était pas quelque chose qui a intéressé beaucoup les entreprises, mais aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir en fait une explication. Et sur des problématiques comme la vision par ordinateur, donc tout ce qui est détection d'objets, reconnaissance faciale, etc., Ouais. on a des modèles qui commencent à être assez intéressants. Donc, au lieu de juste, enfin, l'IA va plus seulement dire, tiens, sur cette image, il y a un chat. Elle va dire, sur cette image, je vois un chat parce que j'ai détecté les moustaches, parce que j'ai détecté qu'il y avait quatre pattes, etc. Au moins donner Hmm. ces critères-là, en fait, d'explication, quoi. Ouais. On parle des biais des modèles parfois, qu'il peut y avoir. Ouais, Même aux États-Unis, notamment, il y a eu quelques scandales, il me semble, par rapport à ça. ouais, il y a eu des gros scandales, notamment avec Amazon, qui Hmm. avait en fait entraîné un modèle de recrutement dans lequel il y avait, en fait, parce que historiquement, Amazon recrutait quasiment que des hommes. Et donc, le modèle de deep learning a compris que si Amazon recrutait que des hommes, c'est qu'il fallait recruter que des hommes. Et donc, ils sont arrivés enfin, ils ont développé un algorithme qui éliminait automatiquement tous les CV des femmes. Et Juste parce que donc, c'était des femmes, du coup. voilà, exactement. Et donc là, dans ce cas-là, si on a un minimum d'explicabilité, au moins on aurait pu détecter le problème. Tu vois, au moins on aurait pu dire, OK, bah, cette candidate, je l'ai éliminée parce que c'est une femme. Et là, enfin, ça doit faire tiquer les opérateurs de l'algo pour modifier cette problématique-là. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et la plupart des data scientists ont compris que c'était leur responsabilité en fait de s'assurer que les données qu'ils utilisent ne sont pas biaisées et donc que le modèle sera éthiquement compatible, on va dire. Mais bon, il y a toujours des accidents. Parfois, c'est drôle, comme dans le championnat écossais, ils ont entraîné un modèle d'intelligence artificielle pour calibrer automatiquement la caméra sur le ballon. Et sauf que le modèle, à certains moments, confondait le ballon avec le crâne chauve de l'arbitre de touche. Euh, et du coup, c'était assez drôle. Enfin, dans ce cas-là, ça va, on peut corriger. Il y a juste quelques spectateurs qui sont mécontents, mais bon, c'est pas un drame, c'est pas un drame, on va Ouais. dire. Par contre, dans le cas de l'algo d'Amazon, forcément, c'est beaucoup plus problématique. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur ce sujet qui recense un peu, qui recense 5 gros fails de l'intelligence artificielle. Je pense aussi à un bot Twitter qui avait été développé par Microsoft pour interagir avec les personnes. Et à force de se faire troller par les gens, il y avait des gens parce que les gens entraînent aussi l'algo. Et donc, à force de se faire troller et de recevoir des messages un peu racistes ou quoi, bah, le bot lui-même est devenu raciste et a commencé à poster des choses un peu obscènes quoi, sur Twitter. Ouais. Il y avait aussi, à un moment donné, ils avaient créé un robot, je crois que c'était Google, Google Mind, je crois.
la Ouais, branche un peu qui teste des trucs ouais, un peu DeepMind. avancés, DeepMind, ouais. Et ils avaient créé un robot, je crois, enfin, ils avaient mis deux robots, enfin, face à face, entre guillemets, pour les entraîner à communiquer entre eux. Et au bout d'un moment, ils communiquaient tout seuls et ils ont dû les débrancher parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils se disaient, en fait. Ouais, ils avaient inventé leur propre langage, en fait. Ouais, Après aussi, Google a un peu ça fait peur un peu quand même, hein. amplifié. Ouais, voilà, Google, ouais, et Google aussi a, je pense, amplifié volontairement aussi ça, juste pour faire un peu le buzz et pour que les gens parlent de l'histoire. Mais bon, en soi, c'est juste que à un certain point, il y a eu des problèmes, enfin, c'est des problèmes qu'on peut corriger, quoi. C'est des problèmes mathématiques, hein, c'est vraiment ça, Mhm. qui Ouais. ont fait que la langue a changé, quoi, au bout d'un moment. Mais mais c'est vrai que On c'est en un rigole, mais peu. bon, ça fait peur quand même. Tu te dis s'ils arrivent à contrôler quelque chose, à se comprendre et à sortir du système. Ça peut être inquiétant, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas. En fait, Ouais. l'IA, c'est très développé au moment où on se parle, mais tout seul, ça fait pas grand-chose en fait. Ça, il y a besoin des gens derrière. Voilà, vraiment, la crainte qu'on peut avoir, c'est que des modèles vraiment sophistiqués soient mis entre les mains de gens mal intentionnés. Dans ce cas-là, Hmm. ça pourrait vraiment faire peur. Comme pour les deepfakes, en fait, ou Ouais, tous ces problèmes-là, ça, ouais, les par contre, ça deepfakes. peut. Donc les deepfakes, c'est quand on prend, on représente quelqu'un qui existe. Si on prend une vidéo où c'est pas le tête de quelqu'un, mais on remplace la tête, par exemple, d'une personne, Voilà, alors elle est pas là du tout, elle a rien dit, on lui fait dire ce qu'elle a pas dit ou faire ce qu'elle a pas fait. Et voilà, c'est de plus exactement. en plus sophistiqué, ça. Ouais, et aujourd'hui, sur de l'audio, par exemple, il suffit d'à peu près 3 à 4 secondes d'enregistrement d'une personne pour pouvoir lui faire dire n'importe quoi. C'est impressionnant. Et 4 secondes d'enregistrement, c'est rien du tout, tu les trouves n'importe où. Ouais. Il suffit que tu appelles la personne au téléphone, tu récupères 5 secondes Tu prends une vidéo YouTube ou d'elle en tu train de prends parler. un podcast Voilà, Muslim et Makers, après, ça y est, on récupère la Voilà, voix. exactement. Exactement. Donc, ouais, ça, c'est inquiétant pour le coup. Mm. Et donc, sur l'autre gros problème éthique qui est d'actualité aujourd'hui, mais dont peu de gens parlent encore, je pense que ça va arriver petit à petit. Enfin, en soi, il y en a deux qui sont liés, donc je vais en parler, je vais parler des deux. Donc, c'est un problème environnemental. C'est qu'aujourd'hui, pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, tu consommes énormément d'électricité parce que les modèles sont entraînés sur des serveurs dans le cloud. Euh, Sauf qu'il n'y a rien qui est fait dans le cloud, quoi. C'est des Ouais. serveurs physiques qui C'est consomment de pas dans les vrais nuages, l'électricité. quoi. Ouais. Voilà, Il y a c'est des ça. ordinateurs derrière. Voilà. Et donc, il chauffe tellement qu'il y a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir refroidir tout ça. Et ça pose problème d'un point de vue environnemental. Il y a des nouveaux modèles de deep learning qu'on appelle les transformers. Et l'entraînement d'un transformers d'à peu près 200 millions de paramètres consomme autant qu'une voiture américaine sur toute sa durée de vie. Et donc, c'est assez désastreux. D'ailleurs, ouais, c'était le sujet d'un post LinkedIn que j'ai fait vendredi. J'ai présenté un package, enfin une librairie Python qui permet de traquer un peu ses consommations de CO2 quand on entraîne un modèle de deep learning. Et ça, Ok. c'est vraiment un désastre environnemental. Il y a des solutions qui sont proposées qui permettraient d'entraîner des modèles avec moins de données. Parce que, en fait, ouais, voilà, c'est là aussi la limite des IA. C'est que on dit que l'apprentissage d'une machine se fait un peu comme l'apprentissage d'un enfant. Mais le truc, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'enfant, pour comprendre ce qu'est une girafe, a besoin de 2 images ou 3 de girafe et ensuite il peut extrapoler. L'IA, pour comprendre ce qu'est une girafe, j'exagère un peu, mais elle a besoin de milliers d'images de girafes, quoi. Ouais. Voilà, donc en Une fait, girafe debout, une girafe allongée, une girafe bébé, adulte, sur couleur, en noir et voilà, c'est blanc. ça. Ouais. C'est ça, dans différentes situations, tout ça. Donc, En train de courir, c'est en train de marcher. voilà. Enfin, courir, je crois, galoper peut-être, pour une girafe. Ouais, exactement. Et donc, Mm. c'est un peu la limite qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça Mm. que Yann Lequin travaille beaucoup sur des modèles d'apprentissage qui sont beaucoup moins gourmands en données. Et ce sujet-là en Yann appelle Lequin, un c'est un autre, c'est que des pionniers de l'IA, hein.
chercheur Ouais, français. ouais, pardon, je ne l'ai pas présenté. Voilà, c'est un chercheur français qui est une des références internationales sur l'intelligence artificielle, qui travaille avec Facebook Research. L'organisation s'appelle FAIR. Euh, et donc, le deuxième gros sujet qui est lié au premier, c'est que comme ces modèles ont besoin de beaucoup de données et ont besoin de beaucoup de capacités de calcul pour être vraiment fiables, bah, il y a un monopole en fait qui s'est installé par les entreprises, par les GAFAM, qui sont capables Ouais. aujourd'hui d'entraîner les meilleurs modèles sur des sujets comme le NLP, donc tout ce qui est traitement du langage, compréhension du langage, traduction automatique, etc. Il n'y a quasiment que ces grosses entreprises-là qui peuvent développer des choses vraiment nouvelles, Mhm. parce qu'ils sont pas, ils sont capables d'entraîner leur modèle avec des milliards des milliards de paramètres, avec des limites, une infinité de données. Et du coup, forcément, ils ont un avantage J'ai appris il sur y a ça. quelques années, pendant que quand j'ai commencé à travailler, que les CAPTCHA là, de Ouais, Google, c'est les trucs qu'on clique pour dire, voilà, cocher toutes les images avec une voiture ou un feu rouge. En fait, ça permettait d'entraîner les modèles derrière. En fait, à chaque fois qu'on fait ça, eh ben, ça entraîne le modèle derrière. Et d'ailleurs, même des fois, quand ouais, on se trompe, ça marche quand même. C'est pas tout le temps, enfin, pas besoin tout le temps des bonnes réponses, ça marche quand même. C'est juste pour entraîner le modèle. ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est pour que tu les aides en fait et même en fait, une fois que le modèle est entraîné, bah, ils ont besoin de toujours avoir plus de données. Et donc, c'est infini, quoi. Et voilà, en fait, quand tu résous un CAPTCHA, bah, ça alimente des bases de données immenses de Google pour entraîner leur modèle. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu publies une photo sur Insta ou quelque chose comme ça, avec une description, bah, ça, c'est parfait pour eux. Parce que du coup, ils prennent la description d'un côté, ils prennent l'image de l'autre, et ça leur fait un dataset d'entraînement, des données d'entraînement pour des modèles. Et donc là, récemment, il y a OpenAI qui est une grosse organisation de chercheurs en intelligence artificielle, Mhm. qui a sorti un modèle qui s'appelle DALI 2. Ils avaient sorti DALI l'année dernière et là, ils ont sorti la deuxième version qui permet de générer n'importe quelle image à partir d'une description. Et c'est Mhm. absolument bluffant. Tu peux aller regarder sur Instagram. Vous tapez juste DALI OpenAI et les résultats qui sont proposés sont vraiment déconcertants. On peut générer n'importe quoi. Tu as juste Ouais. à laisser libre cours à ton imagination. Je crois, tous les jours, ils publient des exemples et je crois que ce matin, ils ont publié un exemple avec une planète en forme d'avocat et le modèle a dessiné une planète en forme d'avocat. Et on peut tester, nous, écrire quelque chose et ça va. Non, par contre, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès au modèle. Mhm. Je l'ai fait, moi, il y a 2 semaines, j'ai toujours pas eu la réponse. Et donc, ça permet de faire des tests, mais pour l'instant, il le laisse, il le cloisonne vraiment parce que d'un point de vue éthique, c'est vraiment une catastrophe, en fait. Euh, Tu peux générer ce que tu veux. Donc, en fait, C'est je impressionnant, peux ouais, je dire, vois, hein. génère-moi avec les bonnes images. Si j'ai assez d'images de toi, je peux dire, génère-moi Abdelrahman, je sais pas, En sur train de une manger plage. une fraise à Bali. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, ça, forcément, ça pose des problèmes. Et c'est pour ça qu'ils laissent pas, enfin, ils laissent le moins accès possible à ces modèles-là. Ouais. Ouais, Et il y a beaucoup de cas où on peut se dire, ouais, ça peut vite. Puis il peut y avoir des cas qui sont vraiment négatifs pour nous, quoi. Notamment, moi, je pense ouais, beaucoup à la Chine, par exemple. Ça, je donne un des exemples extrêmes. La Chine qui ouais. contrôle vraiment sa population grâce aux données, où on doit, dans beaucoup de lieux, en fait, enfin, il y a des reconnaissances d'images un peu partout, des reconnaissances faciales. La Chine, je pense, c'est le pire cas d'étude, hein. Ouais, non, c'est assez inquiétant. En fait, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est que les modèles, quand ils sont utilisés de façon responsable, peuvent faire des choses super et être bénéfiques à toute l'humanité. Par contre, Ouais, quand ils sont utilisés, quand ils sont mis dans les mains des mauvaises personnes, bah, ça peut être assez dramatique, en fait. ouais. Bah, après, de toute façon, sur la reconnaissance faciale,
Même l'Europe qui, pendant longtemps, était vraiment opposée à la reconnaissance faciale, bah, aujourd'hui, commence à se dire, bah, finalement, pourquoi pas. Il y a des débats qui se font un peu, notamment par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France. Il y en a certains qui l'utilisent pour se dire, bah, ouais, ça peut permettre de surveiller dans les stades, tout ça, je sais pas quoi. Et le problème, c'est que c'est vraiment une utilisation de l'intelligence artificielle qui c'est vraiment liberticide. Ouais, Euh, donc, ouais, ouais, c'est c'est clair. un peu. Après, dans les bons exemples, moi, j'ai découvert récemment, là, il y a quelques mois, une application pour apprendre le Coran ou réviser son Coran. Je sais pas si tu la Ouais, connais, ça s'appelle je la Tartil. connais, ouais. Je C'est la assez connais. cool, je Elle est trouve. vraiment C'est vraiment super. cool. C'est vraiment génial. En fait, Ouais. bon, tu pourras la présenter mieux que moi, mais il y a une feature que j'ai pu tester d'ailleurs, où en fait, pour réviser son Coran, on récite son Coran. Et en fait, le texte apparaît pendant qu'on récite. Alors, si tu révises une page ou un verset, le texte apparaît en même temps qu'on récite. Et s'il y a une erreur, et ben, ça s'arrête. Et il y a Voilà. d'autres choses, mais c'est vraiment cool, je trouve. Ouais, ouais, c'est vraiment une application qui est super. Et l'équipe qui l'a développée est vraiment très. C'est des gens qui sont vraiment très forts. Ouais. Ils ont développé ça dans les labos du MIT aux États-Unis. Hmm. Euh, enfin, franchement, leur modèle aussi d'intelligence artificielle est vraiment bon. En fait, Hmm. ce qu'ils ont fait pour récolter les données d'entraînement, c'est qu'ils avaient, avant de sortir l'application, ils avaient un système qui permettait un peu le Shazam pour le Coran. Et donc, tu récites et ça te dit c'est quel verset et quelle sourate. Donc, ça leur a permis de récolter un peu de données. Et sinon, ils avaient fait une interface sur leur site internet qui permettait aux gens de contribuer. En fait, tu cliquais, tu proposais ton aide et ça te donnait quelques versets à réciter. C'est aussi pour rendre le modèle le plus généralisable possible. Parce que si tu fais ça qu'avec des récitations d'hommes, par exemple, les femmes ne pourront pas l'utiliser. S'il n'y a pas assez d'enfants, bah pareil, les enfants, le modèle aura du mal à Hmm. reconnaître les, les, la récitation de l'enfant. Et là, leur modèle est vraiment au point, je pense. Euh, la détection se fait vraiment super bien. Et ouais, honnêtement, ce projet est vraiment un exemple de vraiment une IA qui va bénéficier à la communauté et au plus grand nombre. Donc ça, c'est super. C'est cool. Bah écoute, Ilias, je pense qu'on a un peu traité des sujets que je voulais traiter. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais mentionner, qu'on n'a pas mentionné? Euh, non, je pense on a donné un petit peu je peux me présenter et donner un peu une image un peu globale de ce qu'était l'intelligence artificielle. Après, juste pour ceux qui voudraient aller plus loin ou pour ceux qui sont déjà initiés sur le sujet, vous pouvez regarder ce que je fais sur la revue IA. Je mettrai en Je pense description, qu'il y a, Inch'Allah. ouais, Ouais. il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Sinon, Mhm. on a un groupe Discord dans lequel on discute un petit peu d'IA et des nouvelles avancées, parce que c'est des domaines Ok, qui avancent assez rapidement et il y a besoin vraiment de rester un peu à la page sur ce qui se passe. d'accord, cool. Bah écoute, on va finir par quelques petites questions, Ilias. Est-ce que tu as des routines régulières, récurrentes que tu maintiens pour t'aider à progresser ou bien à maintenir ton énergie? Ouais, j'essaye de dormir à des heures fixes. C'est Mhm. quelque chose d'important. Niveau méditation, tout ça, nous, on a la prière, donc c'est pas mal. Ça permet de Ouais, se poser un petit peu dans la journée. Euh, et je donne beaucoup d'importance à la lecture aussi. C'est quelque chose qui est peut-être négligé, enfin, pas que dans la communauté, mais dans notre communauté en particulier. On n'est pas des gens qui lisent beaucoup, donc ça, c'est vraiment important. Et ça fait la différence, en fait, jour le jour, d'un point de vue culture, tout ça, ça fait la différence. Tu vois la différence tout de suite entre quelqu'un qui lit des livres et quelqu'un qui n'en lit pas. oui. Euh, donc ça, c'est important. Et sinon, ouais, sur l'état d'esprit, vraiment, enfin, l'idée, c'est quel que soit ce qu'on entreprend, de mettre de l'intensité, en fait. C'est vraiment ça qui fait la différence. Euh, Au début, surtout, tu peux dire.
Voilà, surtout au début, d'être à fond, en fait, de se donner à fond, quel que soit le domaine, quel que soit le projet ou la portée du projet ou quoi, il faut vraiment mettre de l'intensité. Là, si tu parles de la revue IA à mon entourage, peut-être ils vont fuir parce que j'ai mis tellement d'intensité au début que vraiment ça devenait du harcèlement en fait. Hmm. Dès que j'avais un nouvel article, je l'envoyais ouais, 5 fois à la même personne jusqu'à qu'elle le lise. Et donc, parfois, ça peut être un peu dérangeant pour les gens autour de toi. Mais vraiment, c'est important de mettre de l'intensité dans tout ce qu'on fait. Hmm. Euh, voilà. Ok, cool. Est-ce que tu as des recommandations de livres ou je sais pas, de podcasts ou des références que tu suis ou que tu as lues qui t'ont particulièrement marqué? Ouais, alors moi, je lis beaucoup d'articles sur la plateforme Medium. Ok, Donc, c'est vraiment, vous regardez sur un peu les différentes rubriques, il y en a pour tous les goûts. Et c'est des articles qui sont vraiment inspirants parfois. Donc, ça m'aide beaucoup. Et sinon, parmi les auteurs que j'aime bien, il y a Malcolm Gladwell, pardon. ouais, Euh, Outliers, je l'ai lu. voilà, il y a Outliers, il y a un livre aussi qui s'appelle Le point de bascule, que j'ai bien Ok, aimé, qui montre un petit peu comment les épidémies se créent, enfin les épidémies dans le bon sens, comment influencer ok, les gens, et enfin essayer voilà, de créer des, des, des- ouais, faire des grandes différences en fait, ouais, à partir avec ce qu'on a. Et un peu dans le même sujet, il y a la loi de David et Goliath, qui est une histoire du Coran aussi. Donc c'est bien d'avoir un autre point de vue sur l'histoire. Et c'est un peu un livre qui va expliquer un peu comment gagner quand on est David et qu'on doit combattre Goliath. ok. C'est aussi de C'est Maxime Gladwell celui-là? c'est un- c'est Max, ouais, c'est Gladwell aussi, Ok, ouais. ok, cool. Bah écoute, je mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Merci beaucoup. Super. Dernière question, Elias, si un auditeur souhaite suivre ton travail, bah, du coup, il y a la revue IA.fr. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont une question? Ouais, je suis joignable sur LinkedIn. Je communique Ok, beaucoup sur ce réseau, donc ils peuvent juste m'envoyer un message. Et pareil, je communique pas mal sur LinkedIn et Twitter, donc ça pourra se faire là-bas. super. Bah écoute, Elias, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était hyper intéressant. C'est un sujet, je pense, on doit être un minimum formé ou un minimum éduqué par rapport à ce sujet. En tant que musulman, comme on en a parlé, il y a beaucoup de problématiques d'éthique, mais pas que. Enfin, il y a aussi, je pense que dans le monde du travail, on sera de plus en plus entouré d'IA. Donc, il faut un peu comprendre Ouais, ces domaines-là. C'est important pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde, d'être à la page sur ces sujets-là. Et ouais, pourquoi pas réfléchir à des applications qui soient bénéfiques pour la communauté, pour le monde, Inch'Allah, comme l'application Tertil dont on a parlé. ouais, Inch'Allah. C'est super. Et si il y a des gens dans l'audience qui ont des projets et sur lesquels on pourrait travailler ensemble ou quoi, ce sera avec plaisir. Je te remercie beaucoup, Créer un Yes. peu. N'hésitez pas à le contacter, hein. C'est un hard worker, il travaille dur. Ouais, classique. Allez, Yes. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, à bientôt. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.